Lorsque je sortais de boîte, on venait me dire, on me disait des dingueries. On me disait des dingueries. J'étais sexualisée à 19 ans, comme ça, sans état d'âme. Et même en disant mon âge, il n'y avait aucune retenue, il n'y avait aucune bienveillance. Très vite, tu es monté, tu es devenu manager, mais tu avais 19 ans. Oui. Est-ce qu'à l'époque, tu avais vraiment la maturité de gérer tout ça? Ça me faisait rire parce que je me dis, en vrai, je suis vraiment l'actrice principale de ma vie. On a vraiment la possibilité de se dire, allez, ça me saoule, bye. À partir de ce moment-là, je m'étais dit, toute expérience, je vais apprendre, je vais la mettre en place. Donc je ne le voyais pas en me disant, oh mon Dieu, j'ai eu un échec, oh mon Dieu, j'étais manager il y a 6 mois. Mais c'était plutôt de me dire, en vrai, tu stagnes pas, tu découvres le monde, tu découvres les gens, tu te découvres dans certaines situations. Bonjour tout le monde, on revient dans Racontement. Aujourd'hui, on accueille Aïdan, qui a un parcours incroyable, un parcours inspirant. Et c'est un plaisir de l'accueillir aujourd'hui ici dans Racontement. Merci beaucoup de me recevoir aussi. Alors les amis, vous êtes nombreux à regarder les vidéos de Racontement. Vous êtes presque 90% à regarder les émissions de Racontement sans vous abonner. Alors abonnez-vous, likez, commentez. Et si vous voulez aussi inspirer d'autres personnes, partagez. Et là, on arrive dans une situation où tu as vécu beaucoup de choses par rapport aux gens qui habitaient à Prague, mais en même temps, ton rapport avec tes collègues qui change un tout petit peu. Et à l'époque, tu l'avais vécu comment? Je le vivais mal. Je le vivais mal, mais je ne le faisais pas transparaître. Je n'aime pas montrer mes sentiments parce que j'estime qu'on a tous nos problèmes et qu'on a tous des choses à gérer. La personne en face n'a pas besoin de gérer mes émotions également. Elle n'a pas besoin de les gérer et de les incorporer elle-même. Parce que j'ai été une éponge émotionnelle et je ne peux pas faire vivre ça aux gens. À partir de ce moment-là, je ne disais pas aux gens « Ah, tu as changé » ou bien « C'est bizarre nos rapports ». Par contre, j'essayais de créer une nouvelle norme, un nouveau quotidien. Oui, je suis ta boss. Au travail, on va être comme ça. Par contre, je vais te dire, t'es chaud, on se fait un petit moment après, on se fait quelque chose ce week-end. J'ai dû apprendre à transférer mon énergie et ma logique. Mais j'étais pas bien. J'avais l'impression de revivre ce que j'avais vécu en arrivant à Martinique, où je voulais pas me sentir seule. Et j'avais peur de me retrouver seule dans un pays que je ne connaissais pas, où je n'étais pas forcément très bien hors du travail par rapport à certaines interactions avec les gens, même si j'essayais de mettre de l'eau dans mon vin et de me rappeler que ce n'était pas moi, Aïdan, le problème, et que c'était pas le fait que je sois ici qui posait problème et que ça aurait été n'importe qui d'autre, ça aurait été pareil. Ça reste quand même dur. J'ai 19 ans, je suis littéralement un bébé. J'ai des responsabilités que je n'ai pas cherchées, mais que je suis contente d'avoir pour avancer dans ma carrière. Et j'ai l'impression que des personnes que je considérais comme mes amies, qui étaient toutes plus âgées que moi. Et là, tu prends la décision de tout arrêter. Ah oui, j'ai fait « Oh là là, je laisse-moi chercher autre chose ». Par contre, cette expérience-là m'avait appris que plus jamais je n'irai dans un pays sans logement ou sans plan. Oui, ça reste quand même un retour d'expérience, je pense, qui était très utile pour toi. Ah oui. Ah oui. Et là, pour le coup, tu voulais marquer vraiment une pause. Oui, et là, et là, tu pars en Espagne. Et là, j'ai déposé mon 2 weeks notice, mon préavis pour pouvoir partir. Après avoir déposé mon préavis, j'ai commencé à chercher du travail. Et là, je tombe sur une agence par accident. Toujours des accidents, peut-être ça fait partie de mon parcours, c'est Dieu qui donne, on sait jamais. Je tombe sur une société qui a En fait, je cherchais des sociétés qui payaient le logement. Comme ça n'allait pas sortir de mon salaire. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet sur quel travail donne le logement. Littéralement, c'était ça mes mots-clés sur Google. Parce qu'il n'y avait pas encore ChatGPT pour nous aider. Hein. Ouais. Donc,
j'étais là et j'ai vu animateur. Donc moi, j'ai postulé dans des trucs d'animateur. En postulant en truc d'animateur, bah, je me rends compte que c'est pas mal en fait. Donc je suis nourrie, logée, blanchie et payée à vivre dans un hôtel de luxe en faisant du sport, des activités, m'occupant des enfants et faisant juste Zumba au bord de la piscine et puis je ne veux pas y aller. Du coup, je suis partie. C'est comme ça que je suis partie à Minorque avec cette société-là en tant qu'animatrice vacances. Et c'était comment ton passage en Espagne? C'était fun. C'était très fun. C'était différent, c'était rafraîchissant. C'était rafraîchissant déjà d'être à nouveau dans un environnement où il y a des noirs, être dans un environnement où les gens sont toujours de bonne humeur parce que ce n'est pas le même milieu. Les achats, jusqu'à présent, toute l'expérience que j'avais eue dans la vente, parce qu'en quelque part c'est une vente, lorsque tu as des animateurs tu dois être sûr qu'ils apprécient leur expérience dans l'hôtel pour qu'ils reviennent, pour qu'ils recommandent, pour qu'ils te donnent des pourboires. Tout est une transaction en quelque part. Donc, moi j'ai travaillé avec l'entreprise qui vendait des téléphones 3G en 2017. J'ai travaillé maintenant pour la boîte dans le recyclage qui développait sa plateforme de mise en relation. Ensuite, j'ai été secrétaire dans une boîte de relations publiques. Ensuite, j'ai été data analyst. Ensuite, j'ai été manager de la même équipe de data analyst. Tout ce que j'avais fait jusqu'à présent, c'était des postes où les gens étaient là avec un esprit 9h-17h, métro, boulot, dodo. C'est pas du tout la même énergie que quelqu'un qui vit dans un environnement où il vient profiter de ses vacances. Clairement, oui. Il a payé de son argent durement gagné pour enjoy. Je t'assure que les gens, je les aurais croisés dans la vie, ils ne m'auraient même pas donné l'heure, ou on ne se serait jamais parlé. Mais parce qu'ils sont en vacances, tout est permis. Et ça t'a vraiment soigné pour le coup par rapport à tout ce que tu as vécu à Prague? Ah oui, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien et c'est la première fois où j'ai compris que dans le monde de l'entreprise et le professionnel n'a pas besoin d'être uniquement rigide ou alimentaire ou forcer ta prestation auprès des gens. Parce que quand tu vas dans un hôtel, tu t'attends à avoir un service. Toi-même, tu sais et tu n'as pas peur de demander à quelqu'un quelque chose. Lorsque tu fais du phoning, lorsque tu fais du télémarketing, les gens n'attendent pas ton appel. Hein. Les gens n'attendent pas du tout ton appel. Donc, c'était rafraîchissant. Et ça m'a redonné une autre perspective de comment visualiser sa carrière, quel sens donner. Et que tout, encore une fois, une question de perspective, le secteur que tu vas choisir, la façon dont tu vas... Parce que de la même façon, dans ce schéma-là, il y a bien des employés qui, pour cette activité-là, font du phoning, hein, pour chercher des clients, des partenariats. Il y a bien des gens qui ont le côté difficile et le côté que j'avais connu seulement. Et pourtant, moi, j'avais la chance d'expérimenter ce genre de choses-là. Après, j'ai quand même un ego. Et là, tu quittes par la suite l'Espagne? Oh ouais. Là, je quitte l'Espagne. Parce que tu voulais faire une pause. Là, tu as rechargé les batteries. Parce que bien sûr, les gens qui font la fête, ils font n'importe quoi. Hein. Ils font n'importe quoi. Quand la sexualisation de ma personne a commencé à être trop difficile, j'ai dit, allez, bisous. Ciao. Je n'ai même pas fini ma saison. Et là, tu pars aux États-Unis. Exactement. C'est bien ça? Exactement. Là, je pars à Miami. Rejoindre ma famille. Parce que ma famille vit en Floride. Ils vivent en Floride. Enfin, la plupart de ma famille vit aux États-Unis, dans différents États. Mais la sœur de ma mère la plus proche, donc ma tante la plus proche et mes cousins les plus proches, sont en Floride. Ceux avec qui j'ai grandi, finalement. Là, j'arrive et je me dis, mais en vrai, pourquoi est-ce que je ne vivrais pas ici? Pourquoi est-ce que je ne vivrais pas ici? Ça peut être incroyable. Tout ça, ça s'est fait la même année, hein, je tiens à préciser. Mais ça, de base, tu étais parti pour juste retrouver ta famille ou passer les vacances? C'était quoi? Non, j'avais comme idée
j'avais un peu, in the back of my mind, l'idée de me dire, bon, on sait jamais. C'est vrai, malentendu, tendu. Ouais. Parce que je sais que là-bas, je ne paie pas de loyer. Il y a différentes opportunités, il y a différentes choses qui peuvent être faites. Mhm. Et ma tante était en train de monter sa boîte. Donc, automatiquement, je me suis dit, en vrai, feu, on y va. Donc, moi, j'arrive, je fais le site web de ma tante, je gère sa communication, ses affiches, et trucs comme ça. Je les lui fais, elle me paie, je l'aide un peu. Et bon, ça reste entre nous. Hein. J'espère que, mon Dieu, j'espère que l'État ne va pas savoir tout ça. Hein. Mais je finis par travailler dans un smoke shop Oui. d'un Tunisien qui a sa boîte et qui a différents smoke shops en Floride. Donc, je travaille réellement aux États-Unis, au Black. Oh my God! Donc, vraiment, j'aide ma tante, je travaille, je fais mon argent, je commence à y prendre goût. Mais j'ai quand même la présence d'esprit de me dire, Aïdan, respecte-toi. Tu n'as pas fait ces études-là, tu n'as pas fait tout ça pour être assise à être vendeuse. Ok, c'est pour un temps, mais on sait comment ça se passe les choses ici. Tu te dis c'est pour un temps et puis mine de rien, ça fait 10 ans. Tu ne vas pas rentrer dans cette logique-là. Tu sais que ça ne te convient pas. Tu sais que c'est pas ta personnalité. Bon, si, tu peux fumer. Mais tu sais que ce n'est pas ta personnalité. Tu sais que c'est pas ce que tu veux faire de ta vie. Non, en fait. Là, je me dis, le Covid commence à arriver. Donc, un problème ne vient jamais seul. Je vois la gestion de la crise aux États-Unis. Je me dis, est-ce que ça, là même, c'est pas un signe pour moi de partir? Ma tante me dit, mais t'es sûre, si nécessaire, peut-être qu'on peut trouver des solutions solutionnaires. Je dis, je suis pas sûre. Je suis pas sûre. Mhm. Aux États-Unis, là, déjà, j'ai eu de la chance, j'ai pu trouver un travail au Black, ça se passait super bien. J'ai aidé ma tante à développer des activités pour sa boîte également. Donc, j'ai fait quelque chose déjà. Mais, avoir l'interdiction de revenir aux États-Unis juste parce que je suis restée un peu plus longtemps et puis au final, je change d'idée, je n'ai plus envie de faire ça. Je me retrouve comment après? J'aime ma liberté et j'ai un passeport français. Je n'ai pas un passeport qui m'empêche de faire des choses. Donc, je ne vais pas me bloquer aux États-Unis comme un immigrant D'accord. sans aucune alternative. Je viens d'un pays quand même qui a une certaine stabilité et des infrastructures où je peux me réinventer, où je peux faire n'importe quoi. Je suis partie. Et là, tu reviens en France. Là, je reviens en France. Je vais à Lyon parce que je ne peux pas retourner à Paris. Paris, j'étais fâchée avec Paris. J'arrive, je fais du porte-à-porte. Je fais du porte-à-porte pour une agence marketing. Donc, le matin, je suis formée à des techniques de vente, au pitch practice, à comment manager, comment faire des ventes, quelles infrastructures mettre en place pour être sûr de maximiser mon profit. Moi, je me dis, milliardaire dans 3 ans. Je suis au max. Je me dis, ok, c'est pas mal du tout ça. La façon dont ils le vendent en plus, c'est beau. Je me dis, why not? Et l'après-midi, on va toquer aux portes. Donc, il y a 2 jours sur un circuit court, 2 jours sur un circuit moyen et 2 jours sur un circuit loin. Donc, quand je dis court, c'est en général, tu restes dans la périphérie lyonnaise. Moyen, c'est tu restes dans le Rhône-Alpes, dans la zone Rhône-Alpes. Et long, tu peux partir à plus de 2 heures de route. Donc, il y avait vraiment une logique derrière. Et lorsqu'on te vend, en plus, moi j'étais influençable. Je vais pas mentir, j'étais influençable. On te vend le truc, tac, tac. Tu as ton compte, tu es ton propre patron, tu es payé à la semaine. Moi, je sors des États-Unis où j'étais également payé à la semaine. Donc, tu vois, je me suis dit, ouf, me vendre du rêve, là. Ça, j'aime bien. Ça, je commence à être dans le feu de l'action. Je me dis, why not? Donc, je fais ma formation. Ça se passe ok. Je fais mon nombre de ventes, rien de plus, rien de moins. La semaine d'après, je fais un voyage parce qu'il y a aussi des road trips où là, tu pars une semaine. Par exemple, tu vas à Lille, tu vas à Rouen, tu vas à Caen. Tu changes carrément de zone. Donc, pendant une semaine, tu changes carrément de zone. Tu vis ta vie et tu fais les portes aussi. Et le matin, pareil, même si tu n'es pas dans les locaux de Lyon, le matin, avec l'équipe avec laquelle tu es parti, il y a des formations et des trainings pendant qu'on prend le petit déjeuner ensemble, pendant qu'on se prépare pour aller toquer des portes. En général, c'est quelque chose qui crée une dynamique
où tu te rends compte du mindset et tu es dans l'énergie. Tu es poussé par l'énergie d'être loin, d'avoir déjà avancé des frais. Donc, tu es obligé de sortir de l'argent là-dessus. Et moi, je me dis, en vrai, j'ai fait un peu un ego trip. J'ai complètement déraillé de ma carrière. Être indépendante, ça me semble bien de ne pas avoir un employeur précis et de créer ma routine. On commence à faire le porte-à-porte. Tac, tac, tac. Je commence à faire de bonnes semaines. Je commence des coachings. Et là, il y avait toujours des journées découvertes où les personnes que tu allais recruter, en gros, c'est un peu une société pyramidale où lorsque tu fais rentrer des gens, tu gagnes plus parce que tu coaches des gens. Il faut que tes coachings coachent des gens aussi. Enfin, et plus tu as du monde que tu coaches, qui fait ces résultats, plus tu as la possibilité de monter en grade au sein de l'entreprise et de générer plus de bénéfices. Herbalife et tout, hein, c'est la même DA. Mais je ne le voyais pas comme ça à l'époque. Pour moi, je voyais juste une opportunité d'être indépendante, d'avoir de l'argent chaque semaine et de tester quelque chose que je ne connaissais pas, encore une fois. Parce que je n'avais toujours pas décidé ce que je voulais faire de ma vie, ni quel sens professionnel je voulais me donner, mais je sais qu'apprendre n'est jamais une option pour moi. C'est toujours le but que j'ai, peu importe ce que je fais, je sais que je vais apprendre. Là, je me dis, je vais apprendre à avoir une facilité d'obtenir ce que je veux. Parce que le porte-à-porte, c'est ça. Les gens te prennent pour un témoin de Jéhovah, t'es là, tu dis non. T'es là, tu apprends à susciter l'intérêt en moins de 7 secondes. Tu apprends comment articuler tes phrases pour pouvoir amener la personne à la vente. Tu apprends comment est-ce que tu vas coordonner tes actions pour être sûr que la façon dont tu vas agir va emmener les gens à acheter auprès de toi. Pour moi, ça, c'est dingue. On n'apprend pas ça à l'école. On n'apprend pas ça. En tout cas, on n'apprend pas ça comme ça. Et c'est par la pratique qu'on apprend. Donc pour moi, c'était parfait. Donc, dans l'une des journées découvertes, il y avait un SDF. On a matché, on a discuté. Et je lui ai dit, écoute, moi, je veux te coacher. Si tu veux, si ça te va aussi, on peut faire de grandes choses. En vrai, il n'y a pas meilleur vendeur qu'un SDF, parce qu'il arrive à vivre avec l'argent que les gens lui donnent. Je ne parle pas des personnes qui se retrouvent à la rue par des circonstances, mais mine de rien, pouvoir sans gêne comme ça, demander à quelqu'un de l'argent, c'est un skill. Ouais. C'est un skill. Et la personne n'a rien en retour. Elle n'a rien en retour. C'est un skill. Moi, je l'ai vu comme ça, en tout cas. Bien sûr. Donc, je me dis, moi aussi, j'aime bien ta mentalité, j'aime bien ton truc. Par contre, parfois, j'aurais besoin d'aide. Je n'ai pas de vêtements à me mettre. Donc, moi, je récupère des vêtements de mon frère pour lui donner, pour qu'il puisse être présentable à la partie formation le matin, puisqu'il faut être présentable. On te met dans la peau du jeune cadre dynamique, apprêté. Tu sais, tout ça, ça joue sur le mental. Hein. Bien sûr. Tout ça, ça joue sur le mental. L'après-midi, t'as un chasuble, croix-rouge sur toi, t'es là, tu cours. Pour ne pas être vu comme un 3 points, le matin, t'arrives avec la DA du jeune cadre dynamique. Donc, jusque-là, tu vois, je me dis, OK, moi, je commence à évoluer, j'ai déjà mon coaching. Je me dis, OK, les gens sont là, ils me poussent, ils aiment bien ce que je propose, on veut me garder, tout. Donc, la 3e semaine de mon coaching, on décide de partir dans une autre ville. Le fameux road trip d'une semaine où tu pars avec une équipe, tu loues une maison, tu fais tout ça. Donc, on arrive. Et cette semaine-là, je sais pas si c'est parce que les gens avec lesquels j'étais étaient vraiment de bonnes personnes ou si c'était parce que ils étaient bienveillants, ils voulaient également faire leur argent, ils avaient la bonne approche et je les appréciais. Je les apprécie toujours, en vrai. Mais on a tout pété. Cette semaine-là, j'ai fait 32 ventes. Mon coaching en a fait 28. Sachant qu'en moyenne, en France, par semaine, c'est 12 ventes. 2 ventes par jour. J'en ai fait 32. Et les rencontres avec les gens, c'était comment? Faire du porte-à-porte? Est-ce que c'était facile? Enfin, t'avais quand même des difficultés. Et il y avait des gens avec qui tu parlais, qui se braquaient, qui ne voulaient pas. Mais il n'y avait que ça. Faut savoir que lorsque tu fais du porte-à-porte, on te parle de la loi des nombres.
C'est ce qu'ils te disent comme véritable technique révolutionnaire pour te permettre d'améliorer tes ventes. Ça veut dire que pour 100 portes que tu vas prendre, 75 vont t'écouter ou ne serait-ce que te laisser donner les fameuses 7 premières secondes. 20 vont te laisser parler jusqu'à la fin. Allez, 10 en moyenne vont te laisser rentrer chez eux pour que tu signes 3-4 personnes. On appelle ça la loi des nombres. Lorsque tu ne fais pas tes chiffres, on te dit laisse-moi avoir ta loi des nombres pour vérifier. Parce que tu as un petit papier où tu as toutes les portes, tu dois mettre le numéro, tu dois mettre le nom des gens, tu dois mettre qu'est-ce qu'ils t'ont dit, tu dois récupérer des informations sur les gens, que ce soit un nom comme ça, quand tu arrives. Et puis, je vais donner un exemple. Par exemple, lorsque j'ai fait... il y avait une fois où j'étais dans un quartier défavorisé. J'étais en train de tourner dans la tour et je toque chez une dame. La dame me dit franchement, je n'ai pas d'argent, je ne peux pas faire la Croix-Rouge. Par contre, je peux t'inviter à manger. Depuis ce matin, je t'entends toquer. Depuis ce matin, je te vois continuer. Même si les gens te disent non, même si les gens t'envoient paître, tu restes polie, tu restes agréable, tu restes joyeuse. Viens manger, ma fille. Ce genre d'expérience humaine-là, même si elle n'a pas... si elle avait signé après. Mais même si elle n'a pas l'intention de signer, même si elle ne va pas signer, l'expérience humaine et découvrir la réalité des gens, te rappeler que tu es quand même chanceux et que tu as quand même énormément d'atouts et d'avantages, c'est inestimable. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire de passer de manager à faire du porte-à-porte? Pour toi, c'était comment tu l'avais vécu? Est-ce que c'était quelque chose de brutal? Est-ce que pour toi, c'était un échec? Comment tu voyais la chose? En fait, je cherchais pas forcément à comparer les expériences, mais le fait de me donner comme objectif le sens que je m'étais donné après avoir réalisé que je n'étais pas en adéquation ni à l'aise avec ma carrière, c'était d'apprendre. À partir de ce moment-là, je m'étais dit, toute expérience, je vais apprendre, je vais la mettre en place. Donc, je ne le voyais pas en me disant, oh mon Dieu, j'ai eu un échec. Oh mon Dieu, j'étais manager il y a 6 mois. Mais c'était plutôt de me dire, en vrai, tu stagnes pas. Tu découvres le monde, tu découvres les gens, tu te découvres dans certaines situations, tu améliores des aspects qui ne te plaisent pas chez toi. Tu as le courage de dire non lorsque ça ne te plaît pas. Tu as le courage de te barrer lorsque tu n'es plus heureux. Tu as le courage d'avancer et d'articuler clairement le fond de ta pensée. Comment je peux voir ça comme un échec? Comment est-ce que je peux voir ça comme un échec? Surtout que dans toutes ces expériences-là, je fais de l'argent. Et là, d'un coup, tu veux tout arrêter pour reprendre tes études. Mais pourquoi? Ça s'est pas passé tout à fait comme ça. Il y a eu le Covid. Mais le Covid était pour de vrai, là. Là, c'était confinement. Les gens n'ouvraient plus leurs portes, ça se passait mal. Donc, j'ai arrêté le porte-à-porte et puis j'ai compris aussi que c'était une secte. Covid nous a tous mis chez nous. Et j'ai continué ma réflexion et je me suis dit, mais en vrai, autant profiter de ça. Pourquoi est-ce que je ne vais pas tout simplement faire un master? J'ai déjà mon diplôme, j'ai fait des années sabbatiques pour me chercher professionnellement. Donc j'ai vu ce qui ne me plaisait pas, j'ai vu aussi là où j'avais des failles, là où j'avais des lacunes, notamment en management, en gestion d'équipe. Enfin, j'ai vu des choses, j'ai appris et tout le monde fait des études maintenant. Je peux pas ne pas me permettre d'avoir un master aussi. C'était ça la mentalité. Donc, septembre 2020, je commence mon master. Mon MBA en management, commerce et entrepreneuriat. Parce que j'ai également en tête, je me dis, on sait jamais, sur un malentendu tendu, ce que ça peut donner. Je commence, du coup, en alternance, logiquement. Juste avant la rentrée, j'avais trouvé un travail en tant que vendeuse chez Pimki, en posant des CV. Okay. C'est important parce que je travaillais aussi pendant que j'étais étudiante, en plus de mon alternance. J'ai commencé du coup le master en travaillant pour un cabinet d'audit. Sur le papier, je me dis, Maïdan, t'en jettes. Je me dis, oh, t'es quelqu'un toi. Là, tu passes à la finance, le domaine que tu n'avais pas encore fait. Je me dis,
Mais j'arrive dans la finance en tant que commerciale, pas en tant que qu'auditrice. Puisque je suis quand même, j'ai un profil plutôt commerce, plutôt marketing, communication, digital. C'est plutôt ça, mes compétences clés. Mais je suis quand même en finance. Donc je me dis, why not? Ça se passe bien. Mais à côté, je travaillais toujours en tant qu'étudiante. À Pimki, où ça se passait tellement bien là-bas que du coup, ils ont accepté de me faire un contrat étudiant de 10 heures, je crois. Ouais, de 10 heures. En plus de mon alternance, parce qu'il y avait un maximum à ne pas dépasser. Lorsqu'on est en tant qu'alternant, on ne peut pas faire trop d'heures, sinon c'est pas bien considéré. Donc, moi, je me dis, parfait. En plus, pour ceux qui connaissent Lyon, le cabinet d'audit était de l'autre côté. Et le Pimki était dans le centre commercial Pardieu. Donc, j'étais littéralement à 5 minutes si je marchais doucement. Pour moi, c'est bénef. Je n'ai pas à prendre de transport. Je suis dans la même zone. Je n'ai pas à me changer quoi que ce soit. J'ai un casier là, si je dois me changer, c'est une boutique de vêtements. Et j'ai passé une journée assise. Ça va pas me tuer de faire 2 heures debout à m'occuper de cabine ou m'occuper de clients, tout faire ce genre de choses-là. On est d'accord jusqu'ici. Pour moi, c'était un combo parfait. Je commence dans le cabinet d'audit. Première semaine, ça se passe bien. Deuxième semaine, j'arrive à Pimki et elle me dit, Aïdan, t'arrives en retard. Tu dois avoir cloqué, avoir badgé à 18h. Tu ne dois pas arriver dans la boutique à 18h. D'accord. Donc, moi, je me dis, OK, comment je vais m'organiser? Je vais aller 1 heure plus tôt parce que je commençais à 9h30. Je faisais 9h30, 18h. Ouais, 9h30, 18h ou 9h10. Enfin bref, je finissais à peu près dans ces eaux-là. Donc moi, je me disais, j'ai forcément 1 heure que je peux faire le matin plus tôt, sachant qu'il y a des gens qui viennent au bureau plus tôt. D'accord. Donc, ça voulait dire, je me dis, si je fais 8 heures, je peux faire 17 heures. Comme ça, j'ai 1 heure entière. Ou bien, si je viens à 8h30, je pars à 17h30, tu vois. Je me laisse un peu plus de temps et je suis pas ric-rac sur les horaires avec Pimki, sachant que je fais un travail de bureau. Je peux gérer, il y a bien des gens qui sont déjà au bureau, ou bien je peux déjà organiser ma journée. Enfin, c'est pas problématique, quoi, normalement. Oui. Sauf que pour la boîte, oui, c'était problématique. Donc, un jour, mon manager, donc la deuxième semaine, mon manager me dit oui, Aïdan, tu sais, c'est un peu compliqué, hein, tu peux pas partir plus tôt. Et je lui dis, mais j'arrive plus tôt. Il me dit, mais je suis désolée, c'est pas comme ça. Si quelque chose t'arrive pendant ce temps-là, c'est notre responsabilité légale. Tu n'es pas assuré parce que tu n'es pas dans les locaux sur le contrat, comme ça a été déterminé, comme ça a été déjà vu en amont. On dit, comment ça? Moi, je suis un peu... parce que j'ai déjà une expérience et je sais que je peux l'ouvrir lorsque quelque chose ne me convient pas parce que j'ai le background maintenant et l'expérience et l'assurance pour avoir des conversations que je ne pensais pas être capable d'avoir. Donc, j'explique. Et le manager me dit ça. Moi, ni une ni deux, je fais mes calculs. Je me dis, mais en fait, mon contrat, c'est marqué 35 heures. En faisant l'ajout de toute la semaine, on faisait 40 heures, je crois. Donc, moi, je lui dis, mais quand même, tu m'as dit ça, mais ça veut dire que les 5 heures où je travaille, où je suis dans les locaux, ne sont pas assurées non plus, puisque c'est une question d'assurance et de protection. Qu'est-ce que je n'ai pas fait? Société patriarcale, bien sûr, ça oblige, sinon c'est pas drôle. Ça remonte au RH. Je pensais que je disais juste à mon manager, tu me dis que je suis pas assurée pour partir plus tôt parce que je viens plus tôt, mais par contre, quand je regarde mon contrat, je fais des heures en plus et ça pose problème. Lorsque j'ai dit ça, les autres alternants ont également dit, c'est vrai, on n'est ni payé ni assuré, il faut nous expliquer. Et c'est obligatoire d'être là aux heures que vous nous donnez. Un problème. On était 3 alternants dans l'équipe commerciale. Tous dans la même école, bien sûr. C'est pas... on a le séminaire d'intégration la 3e ou la 4e semaine. On a le séminaire d'intégration. Par contre, tête de séminaire, j'ai mis pied au Country Club de Paris, en grande pompe. J'étais là, je faisais...
Donc vraiment, on était dans l'hôtel du domaine, on était, oh, ils nous ont mis bien, ils nous ont mis bien. C'était super. Ça m'a rappelé aussi là où je veux être assise, là où je veux évoluer, comment je veux que ma carrière soit assurée, dans quel lieu je veux être représentée. Mais bon, pendant ce merveilleux séminaire, le RH me prend à part. Le directeur RH, même pas juste le RH, hein, le DRH me prend à part et me dit alors ouais, Aidan, moi il m'a dit que tu faisais un peu des vagues dans les bureaux à Lyon. Tu faisais un peu de vagues à te plaindre du contrat, à te plaindre de ce genre de choses. Moi, je ne comprends pas vraiment. Est-ce qu'on n'est pas assez gentil avec toi? Est-ce que ton travail, bon, tu sais, pour couper la poire en deux, on va monter à 38 heures. C'est tout bon comme ça, hein? On va gérer. Tu n'as pas d'autres requêtes, tu n'as pas d'autres problèmes, tu n'as rien d'autre là-dessus. Je dis, bah, non. Ok. Ok, big boy. Ok. Donc moi, je laisse passer. Il me dit, il n'y a pas de souci. On rentre à Lyon. Et là, moi, je compte partir à l'heure. Il me dit, mais Aidan, pourquoi tu pars? Je dis, mais moi, on m'a mis à 38 heures. On m'a pas mis à 40 heures. J'ai toujours mon temps. Oh, qu'est-ce que je n'ai pas fait? Reparti encore avec le DRH. Maintenant, on commence à écouter mes conversations pour vérifier si je fais bien mon travail, puisqu'on utilisait un CRM où on appelait directement on utilisait Salesforce. Salesforce pour faire les appels commerciaux et non pas avoir des téléphones qu'on gérait nous-mêmes. Là, on commence à m'écouter. Pendant mes appels, mais tu sais, des petits trucs louches, moi je connais le contrôle, ce genre de choses-là. J'étais manager. J'ai déjà fait le dédoublement d'écran pour voir lorsqu'un data analyst avait des difficultés. Je vérifiais ce qu'il faisait. Lorsqu'on voulait le renvoyer, je vérifiais ce qu'il faisait. Je faisais tous ces trucs-là. Je connais. J'ai rien dit. Par contre, je vais voir l'école. Je dis à l'école, en tout cas, on m'a dit que je ne pouvais pas partir plus tôt. Tout le monde est au courant depuis le début que je travaille à Pimki. Je voulais venir plus tôt. On m'a dit non. J'ai compté mes heures, c'est 40 heures, ce n'est pas 35. Ils ont modifié, ils ont mis 38, ils n'ont pas mis 40 et ils veulent que je fasse quand même les mêmes horaires. Moi, je dis, mais c'est pas normal. Mais moi, je discute avec ma chargée d'alternance, normal. Fin de la journée, elle m'envoie un message. Moi, je me dis, comment ça, elle m'envoie un message? Elle m'envoie un message, elle me dit, Aidan, viens dans mon bureau. Je vais dans le bureau, elle me dit, Aidan, ils ont mis fin à ton contrat. Tu dois monter signer ta fin de période d'essai. Premier mois d'alternance, sans alternance, ton école n'est pas payée, tu dois sortir de ta poche. Je me dis toujours moi, toujours ma bouche, je ne peux pas me taire, je dois pas... Et comment tu l'as vécu ça? En vrai, je me suis sentie totalement dans mes droits et j'ai compris que j'avais raison de parler et de dire tout ce que j'avais à dire, parce que ce genre de comportements-là, ce ne seront pas des comportements sains en tant que management d'une entreprise auprès d'alternants et de personnes qui sont en train de se former. Donc ça m'a renforcé dans mon idée, you got this girl. Et par la suite, comment tu as fait pour trouver encore une alternance en cours d'année? L'école. L'école? L'école qui m'a aidé à trouver. trouver. À trouver. L'école m'a aidé. C'est l'école qui m'avait aidé à trouver le truc dans le cabinet d'audit. C'est l'école qui m'a également aidé à trouver avec Carrefour. Ça là-dessus, sur tout ce qui va être entreprise, rien à dire. Et là, pour le coup, tu as trouvé avec Carrefour. Et là, j'ai trouvé avec Carrefour. Et c'était quoi tes responsabilités au Carrefour? J'étais en tant que directrice magasin en alternance. Donc là, j'arrive déjà. Encore une fois, je suis la plus jeune de l'équipe de management. Je n'ai pas de... Alors, je fais du dédoublement. Donc, je suis avec d'autres managers et je vois un peu comment eux, ils gèrent leur zone d'affectation, puisque tu as la partie alimentaire, la partie non alimentaire. Et dans le management, au sein de la grande distribution, tu as les tâches de management d'équipe, d'allocation de tâches, mais tu as également la détermination de ces tâches-là. Tu as la gestion de stock, tu as la gestion des emplois du temps, tu as la gestion des promotions et des fournisseurs. Tu as quand même beaucoup de choses à faire. Donc, je faisais une semaine avec un tel, une semaine avec un tel, une semaine avec un tel pour apprendre
et suivre le métier. Par contre, au niveau de la communication, la façon dont ça s'est fait, c'est que ils pensaient que j'étais venue prendre leur travail. Ils pensaient que j'étais venue prendre leur travail ou que je les prenais de haut, je ne sais pas. Mais ça s'est très mal passé. Ils étaient cordiaux. Du coup, je sais pas s'ils se disaient que j'allais prendre leur poste, que je n'étais pas qualifiée pour faire ce genre de métier, ou parce que j'étais en formation de MBA et pas en BTS ou pas en ce genre de choses-là. Ils se sont dit, je ne sais pas. Jusqu'à aujourd'hui, je suis incapable de dire je ne sais pas. Peut-être que c'était mes méthodes, peut-être que c'était mon caractère, mais en tout cas, ça n'a pas matché avec cette équipe. Ni le management, ni les employés, ça se passait relativement bien. Parce que du coup, les employés je discutais avec eux. Lorsque j'ouvrais ou fermais le magasin, ça se passait super bien. Après, mes collègues principaux, c'était les managers. C'est avec eux que je déjeunais tous les midis. C'est avec eux. Après, tu vois, même si ça se passait mal, ils sont toujours restés professionnels. Ils sont toujours restés professionnels. Et tu peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Des fois, ça peut juste ne pas matcher. Et c'est pas grave, ça arrive. Donc, ma première année, ça s'est très mal passé. Mais j'avais prévenu la RH. Et pourquoi ça s'est mal passé? Honnêtement, je n'étais pas accompagnée. Je n'ai pas eu de réelle formation alors que je ne sortais pas de grande distribution. Faire du dédoublage des tâches, c'est pas forcément pour moi un type d'apprentissage. Et c'était quoi réellement les difficultés? Parce que quand même, tu avais accumulé pas mal d'expérience. Même tu étais manager à 19 ans, tu as entre-temps travaillé dans d'autres entreprises. C'était avec les gens. Non, c'était avec les gens. Mais là, pour le coup, C'était avec les gens. C'était pas au niveau professionnel parce que du coup, on me donnait des tâches. J'ouvrais, je fermais le magasin. Je savais gérer toutes les zones alimentaires, non alimentaires, la relation avec les fournisseurs, la gestion des tâches, la gestion des plannings, les entretiens one-on-one. Je faisais quand même tous les aspects. Tous les aspects, Dieu merci. Et je pense que c'est pour ça qu'on ne m'a pas renvoyé, mais qu'on m'a redirigé vers un autre magasin. D'accord. Là, on m'a dirigé vers un autre Carrefour Market. Et là, le manager, l'équipe, il y avait des défauts comme partout, hein. Mais comment je me suis sentie bien? Comment est-ce que on m'a fait confiance? Comment est-ce que je me sentais lorsque j'allais au travail? Comment est-ce que on communiquait avec moi? Comment on me déléguait les tâches? C'était incroyable. Et là, j'ai pu cette fois-ci m'amuser en magasin. M'amuser en magasin où j'ai créé, mes recommandations pour ma thèse, je les ai appliquées en réel dans la boutique. Pour moi, c'est comment est-ce que les outils digitaux permettent de fidéliser, d'améliorer l'activité commerciale. D'accord. Donc, au niveau des employés, c'est créer un sentiment de faire autre chose. Puisque là, on est sur des gens qui font des postes alimentaires. On va pas se dire on va faire carrière caissier. On le fait en général parce qu'on a besoin d'argent. On ne va pas forcément à l'école pour être caissier ou pour faire de la mise en rayon. C'est un travail alimentaire, c'est une réalité. D'accord. Et à part les managers qui, soit par le temps, l'expérience, les formations internes ou des diplômes qui sont là-dessus parce qu'ils aiment la grande distribution, en tant qu'employé de grande distribution, en général, c'est un travail alimentaire. Ça, c'est un fait. Je le dis vraiment les termes comme ils le sont. Et ça, on le dit beaucoup quand même. Là, en fait, ça montre réellement, même si on a vraiment envie de faire des bonnes choses, si les gens n'adhèrent pas à l'idée, ça marche pas du tout. Ça matche pas. Ça marche pas, ça matche pas, ça va nulle part. Et ça crée des frustrations des deux côtés. Parce que je pense que de leur côté aussi, ça devait être désagréable d'avoir quelqu'un avec qui ils n'avaient pas envie de travailler. En vrai. Et tu me parlais même que quand tu es venu au Carrefour, il y avait des choses qui n'existaient pas du tout et que toi, tu les as mis en place et ça avait vraiment donné des résultats incroyables. C'est ce que j'ai fait sur l'implémentation de mes recommandations la deuxième année sur les outils digitaux pour améliorer l'activité commerciale. Là-dessus, c'était simple, mais c'était, par exemple,
N'importe qui a besoin de se sentir valorisé et a envie d'être vu. On ne va pas se voiler la face. Cependant, dans une usine, parce que c'est ce qu'est la grande distribution, comment est-ce qu'on peut se sentir vu, écouté et valorisé? L'apogée des réseaux sociaux, la proximité, donner une voix, donner un espace, c'est ce que les outils digitaux permettent en magasin. Et c'est ce que j'ai réussi à implémenter. Donc, de prime abord, faire des TikTok avec les membres de l'équipe et les publier et avoir une page Instagram où on danse, où on voit un peu comment les gens mettent en rayon, on peut se dire, mais elle est con celle-là. C'est vrai. Ça peut paraître anodin, ça peut paraître tout bête, mais mine de rien, c'est avoir des personnes qui, le matin, se lèvent à 4 heures du matin, se lèvent avant 4 heures du matin, parce qu'il faut être en boutique à 4 heures du matin pour pouvoir faire la mise en rayon. C'est savoir que, au lieu de venir en jogging, d'avoir la tête dans le bip, ils vont faire un petit effort. Ils vont mettre, les femmes, elles vont mettre un petit coup de mascara, un petit coup de gloss, un petit truc, tu vois, pour pepser. Tu vas mettre un petit jean un peu plus serré que d'habitude. Tu vas faire ce genre de choses-là. Pour les garçons, c'est, ça va être mieux tailler la barbe, par exemple, parce qu'il sait que aujourd'hui, Aïdan, c'est elle qui ouvre le magasin, c'est sûr, elle va faire des TikTok, c'est sûr, elle va filmer les gens. Tu vois, c'est des petites choses comme ça qui peuvent paraître anodines, mais qui, mine de rien, changent la perception et changent la réalité qui reste quand même c'est la même chose. C'est redondant, c'est répétitif, c'est dur, parce que te réveiller tous les jours à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, ça veut dire que ta vie sociale, elle est comment? Donc, tu sors de ton lit à 3h30 ou 3h si tu habites un peu loin, pour arriver au magasin à 4h, avec des gens comme ça, enfin, c'est pas glamour, c'est pas funky, ça n'a pas de peps. Mais implémenter des petites actions comme ça, grâce au digital, ça le fait. Lorsqu'on voit une usine comme Carrefour Market, on se dit, c'est la grande distribution, de toute façon, tous les produits, ils le font eux-mêmes, c'est des grosses marques, c'est ce genre de choses-là. Avoir des producteurs locaux qui sont référencés en usine, que tu vas chercher, où tu vas visiter, où tu vas voir comment ils font, par exemple, leurs pommes, tu vas dans leur usine, comment ils lavent les pommes, comprendre ce genre de choses, et tu le montres sur ta page, parce que tu as fait une vidéo pour illustrer comment est-ce que le partenariat a été créé, ça donne plus envie demain, tu vas aller regarder la pomme, tu vas te dire, je vais sûrement prendre cette pomme-là. Je vais sûrement prendre cette pomme-là parce que j'ai vu dans la vidéo que c'est une usine qui se trouve à 10 minutes derrière chez moi. Je savais pas que c'était là l'usine. Enfin, c'est tout bête, mais c'est ce genre de swift la perspective et implémenter les réseaux sociaux pour humaniser et pour rendre plus proche, plus humain, plus agréable, plus attachant. Quelque chose qui, à première vue, n'a rien d'attachant. Et cette idée-là, comment c'était perçu par tes responsables? Ça a été très bien perçu parce que du coup, le directeur du magasin, c'était lui mon responsable, le directeur du magasin m'a donné libre accès et carte libre pour que je puisse créer le contenu et pour faire des vidéos. Il a même participé à des vidéos, il a créé des initiatives et c'est vraiment un directeur qui aime ce qu'il fait, qui aime. C'est juste une sensation incroyable. C'est une bonne personne et ça se ressent dans son management, ça se ressent dans sa gestion. Après, il sait comment il veut que les choses soient établies. Il est strict, mais qu'est-ce que c'est un bon directeur? Rien à dire. Et même l'équipe qu'il dirige, les autres managers, ils ont participé. Ils libéraient des employés pour que je puisse faire les vidéos. Il y avait une réelle entraide, il y avait une bienveillance et c'est ce qui a permis qu'on puisse avancer. Après, il y en avait d'autres qui voulaient pas participer, mais rien que le fait que toi, en tant que chef d'équipe, tu dis vas-y, tu peux faire des vidéos avec un tel et un tel, pour moi, je trouve que c'est pas négligeable. Même si tu ne viens pas sur ma vidéo, tu respectes assez le travail que je mets en place, même si pour toi, ce n'est qu'une vieille petite vidéo, mais tu respectes le fait que je le fasse assez pour laisser tes employés sur leurs heures de travail venir le faire avec moi. Et là, pour le coup, c'était vraiment une fierté, je t'en félicite. Et là, oui. C'est une idée qui est toujours mise en place. C'est toujours mis en place. Ils ont gardé le TikTok, ils continuent à faire des TikTok, ils ont encore la page Instagram. Enfin,
Et au niveau... la stratégie de Carrefour a changé entre-temps. Donc, il y a eu beaucoup plus d'actions où ils prenaient plus de personnes en magasin pour filmer et pas juste sur la pub Leclerc. Là, c'était des témoignages, des histoires, ce genre de choses. Donc, c'est parti en fait de ton idée. Pour le coup. Bon, je sais pas, au niveau du groupe, c'est parti de mon idée. Je ne peux pas prendre ce truc-là. Bah, bravo. Mais Et là, tu finis. Pourquoi t'es pas resté avec eux après ton master? honnêtement, j'aime vivre. Je veux le monde ou rien. D'accord. Ce n'est pas la réalité que je veux avoir pour ma vie. C'est honorable. Mais me lever tous les jours à 3 heures du matin et puis finir entre 16 et 20 heures selon l'affluence, selon ce genre de choses-là, c'est pas comme ça que j'ai envie de vivre ma vingtaine. Et puis c'était pas assez d'argent pour le travail qui est demandé aussi. Hein. Quand même. Et là, pour le coup, il y a encore cette envie vraiment de partir à l'étranger. Et tu repars faire une vie à Roumanie. Exactement. Mais pourquoi ce choix? Le choix de la Roumanie ou le choix du VIE? Roumanie. Le choix de la Roumanie. Je voulais ma revanche sur l'Est, déjà. Parce que même s'il y a eu des expériences qui étaient à connotation négative, il y a quand même un bon vivre. Le niveau de vie est plus chaleureux. La monnaie n'est pas la même, le pouvoir d'achat est plus grand, découvrir une nouvelle culture, c'est tellement enrichissant, tu découvres des aspects de ta personne. Je voulais revivre cette expérience-là et il fallait que je retourne à l'Est, montrer que non, en fait, cette fois-ci, je voulais faire quelque chose qui allait être dans la durée, où j'allais avoir un contrat prédéfini. Je voulais essayer une nouvelle façon de m'expatrier, parce que j'ai fait différentes expatriations jusqu'à présent, mais je n'avais jamais fait de VIE. Et je commençais également à avoir une idée de créer je commençais pas à avoir l'idée. Là, je voulais vraiment créer mon entreprise pour accompagner au début, c'était pour accompagner les étudiants à venir en France, les étudiants étrangers. Ensuite, l'idée a été accompagner les jeunes professionnels à s'expatrier. Et ensuite, ça a été d'accompagner les jeunes tout court. Et là, c'était quoi ta fiche de poste quand tu es parti en Roumanie? Pour le volontariat international en entreprise, j'étais en tant que business manager dans une société de consulting dans la technologie. C'est une société hollandaise. Et c'était quoi tu faisais exactement? C'était quoi tes missions? Tu veux mes missions? Mes missions, le fameux télémarketing, cold call et compagnie. Mais on avait également le recrutement de développeurs, d'ingénieurs et de tout ce qui va toucher aux métiers spécifiques à la technologie. Donc, vraiment de très beaux profils, de très beaux parcours et des spécialistes de leur domaine. Et en même temps, je devais chercher des entreprises qui avaient des besoins en consulting pour pouvoir justement placer les talents que j'avais au sein des entreprises. Et justement, en fait, via cette entreprise, tu as pu revoir vraiment ton concept par rapport à l'entreprise que tu souhaitais mettre en place. Et je pense que ça a été un élément vraiment déterminant. Oui et non. Okay. J'aime trop dire cette réponse-là. Oui et non. Je vois bien ça. Parce qu'il y a des aspects où ce n'est pas l'entreprise en elle-même qui me l'a montré, parce que non, mais ma réalité, grâce à cette entreprise, en tant que VIE, en Roumanie, donc avec une communauté VIE, avec de l'aide de l'ambassade, avec des interlocuteurs privilégiés par le statut spécifique dans lequel j'étais, qui m'ont permis de vraiment affiner mon idée et comprendre que peu importe le statut juridique qui va être employé pour partir s'expatrier, il n'y en a aucun où il y a une préparation et un accompagnement pour les jeunes professionnels, où on t'explique la réalité, les problématiques de multiculturalité, comprendre dans quelle zone tu vas habiter, comprendre quels vont être les codes du secteur dans lequel tu es qui vont diverger de ce que tu as connu dans ton pays.
Donc, c'est pas l'entreprise, mais c'est grâce à l'entreprise que j'ai pu avoir cette maturité-là. Et tu me disais aussi que tu travailles avec des grandes compagnies, par exemple Thales, Airbus, et Renault. Renault, tu l'avais vécu comment? Est-ce que toi, sur tes perspectives d'évolution ou sur les ouvertures d'opportunités, comment tu voyais la chose? En fait, c'était incroyable parce que du coup, je ne pensais pas que sans technicité et sans grand, genre, Aïdan, j'aurais eu l'opportunité d'avoir des conversations avec des personnes aussi bien placées et aussi haut dans l'échelle de management dans une entreprise. Parler à quelqu'un qui a un net worth supérieur à 500 000 euros, comme ça, c'est différent dans une entreprise. C'est différent lorsque tu vas les voir pour leur parler d'opportunités de contrats, lorsque tu vois des contrats qui peuvent te faire des milliers, que de parler comme ça. Et tu arrives à t'asseoir à leur table et à leur dire, OK, aujourd'hui, maintenant, je te propose mes services pour ça, tu as ce besoin-là, tu as ce truc-là, on va voir comment ça va se faire. Et c'est des relations que tu crées avec des personnes, encore une fois, où je ne pensais pas pouvoir avoir des discussions professionnelles avec eux. Et pourtant, c'est ce que j'ai fait. Et le rapport par rapport à tes collègues ou bien des gens que tu as rencontrés là-bas, est-ce que quand même c'était pareil par rapport à ce que tu avais vécu à Prague ou ça a changé cette fois? Il y a encore de l'ignorance. L'ignorance est partout, malheureusement. Mais par rapport à l'expérience que j'avais déjà eue et comment j'avais assimilé le type de réalité dans lequel j'allais aller, je ne l'ai pas perçu de la même façon, même s'il y a eu des actions similaires. Et je ne l'ai pas abordé de la même façon à 25 ans que je l'ai abordé à 19 ans. Et là, en Roumanie, voilà, tu as vécu quand même une belle expérience et par la suite, il y avait vraiment une envie de créer ton entreprise. C'était une idée que tu avais eue il y a vraiment très longtemps. Tu es en train de bien construire la chose. Et là, pour le coup, d'un coup, tu te dis, c'est le moment, je me lance. À quel moment tu t'es vraiment dit que là, le monde du salariat, c'est fini et que là, stop le monde salariat et tu voulais vraiment créer ta boîte à toi? Pour plusieurs raisons. Plusieurs raisons m'ont fait vraiment me dire ça. Déjà, le directeur de la structure dans laquelle je travaillais en Roumanie, c'est un start-upper qui a vendu sa société qui faisait également du consulting, mais qui a été racheté par le groupe dans lequel il est maintenant. Ce genre de... Et puis, il baignait également dans un écosystème d'entrepreneuriat à l'étranger, notamment par rapport à la French Tech. Mine de rien, être exposé à quelqu'un qui a cru dans son petit truc et qui l'a développé à fond, peu importe ce que les autres disaient, et qui s'est constamment réinventé, et rencontrer d'autres personnes qui, peu importe comment leur business fonctionne, ont quand même la capacité de continuer à créer. Je me suis rappelé à quel point mon idée était d'utilité publique, que j'avais une mission, que j'avais un marché, qu'il y avait une réalité que je souhaitais combler. Et ce n'est pas en faisant des entreprises qui n'ont aucun réel but à part faire de l'argent et qui réussissent que moi, je vais continuer à donner mon nom à une entreprise alors que je suis capable de donner mon nom à mon entreprise, à donner du sens à quelque chose et à créer une valeur ajoutée pour la société et pour les personnes qui, comme moi, peuvent se réinventer à l'international. Et là, Esma Start, le concept d'Esma Start, c'est vraiment quoi si tu devais le résumer en quelques lignes? Résumer n'est pas mon point fort. Mais bon, allons sur le long métrage alors. Non, je rigole. Mais il faut savoir que pour moi, Smart Start, c'est vraiment l'outil qui permet de créer sa réalité à l'étranger. Pas la créer en te donnant directement le poste, mais vraiment du moment où tu as un projet, où tu as la volonté de créer une vie à l'étranger sur une période donnée ou non,
tu sais comment ça va se passer. Tu sais que tu vas être accompagné et tu ne seras pas seul dans le process. Tu vas apprendre les spécificités multiculturelles. Tu vas apprendre que dans le secteur dans lequel tu recherches, tu vas être à niveau, au niveau des codes qui vont être présents dans le pays d'accueil. Tu vas également comprendre que dans la société, je sais pas moi, par exemple, savoir qu'en Inde, les vaches sont sacrées et tu ne dois pas manger de vaches ou tu ne dois pas les toucher, tu ne dois pas les frapper, tu ne dois pas les tuer. Sinon, toi-même, tu peux être battu. Personnellement, j'aurais pas aimé arriver en Inde, taper une vache et puis le savoir comme ça. J'aurais préféré le savoir. Savoir qu'en Asie, les règles de politesse ne sont pas les mêmes qu'en France. Savoir qu'aux États-Unis, par rapport au fait qu'on soit sur une société capitaliste, alors qu'en France, on est sur une société socialiste, il va y avoir des différences. Il va y avoir un rapport de l'homme et de l'argent qui ne sera pas pareil. Ce sont des choses qui peuvent paraître futiles et tu te dis, ah, mais je vais l'apprendre sur place. Mais t'as pas envie d'apprendre ça avant? T'as pas envie d'arriver déjà opérationnel? Personnellement, oui. Savoir que parce que je suis une fêtarde et que je vais vouloir être dans un environnement où je n'ai pas besoin de dépenser plus de 1 000 € en Uber parce que j'aime être dehors, ou connaître les bons plans, les applications où tu peux manger gratuit, connaître les quartiers où tu devrais prendre ton appartement parce qu'il y a toujours des événements dans cette zone-là à distance piéton acceptable, je préfère le savoir en amont. J'ai pas envie de changer 5 fois d'appartement avant d'y aller. Comprendre que dans le monde du travail, ton CV, tu dois l'adapter au pays dans lequel tu vas et tu ne dois pas le faire juste n'importe comment par rapport au template que tu as trouvé sur Google, c'est quelque chose que je veux savoir. Comprendre que pour faire mes démarches administratives, il me faut avoir une checklist. Je dois comprendre quel est le visa, quel est le statut, quelles sont les démarches que je dois mettre en place, sous quel timing, quelle pièce avoir. Tout ce genre de choses-là, c'est quelque chose que je veux savoir. D'accord. Et là, aujourd'hui, c'est qui tes clients? C'est les indépendants, c'est les chômeurs, c'est des entreprises françaises ou bien des entreprises avec un management multiculturel? C'est qui tes clients? Moi, j'aime l'argent. Tout le monde peut être mon client. D'accord. Okay. Non, mais c'est-à-dire que j'ai une offre qui est adaptée à tout type de profil. Je suis en train de développer mon propre outil d'intelligence artificielle pour pouvoir directement contribuer à ce que je propose. Je ne peux pas dire plus parce que bon, il y a des gens qui veulent des idées. Mais le but, c'est d'avoir un outil lorsqu'on est seul, qu'on ne sait pas comment partir, avoir Smart Start avec soi. Lorsqu'on est une entreprise, lorsqu'on sait surtout qu'une expatriation ratée pour une entreprise coûte en moyenne 40 000 €. L'expatriation, une personne. Alors, combien de personnes les entreprises envoient à l'étranger? Ce n'est pas une. Hein. Savoir que tu as une application, un site web, un acteur qui est capable de réduire tes frais parce que tu es sûr que ton expatriation ne va pas être ratée sur toute une équipe, personnellement, ça fonctionne. Savoir qu'un chômeur, au lieu de rester au chômage, pas par choix, mais par manque de possibilités sur le marché du travail aujourd'hui, a la possibilité d'avoir un poste similaire ou mieux placé, avec un niveau de vie plus bas, donc où il trouve la balance et en même temps, il développe ses compétences et il rajoute à son CV, ça fonctionne aussi. Une association qui fait de la réinsertion professionnelle, avoir cette option-là, où ils savent que les jeunes qui ont des problématiques peuvent être préparés pour y aller, ça fonctionne aussi. C'est pas juste j'aime l'argent. Je comprends le besoin, je comprends le problème. Pour juste faire une comparaison, est-ce que toi, tu penses que le travailleur français, il est vraiment valorisé par rapport aux autres pays? Il y a des pays où le travailleur français va être plus valorisé, selon l'industrie, selon les secteurs. Je ne peux pas faire de généralité là-dessus. On prend un exemple d'un ingénieur. Un ingénieur de quoi? Peu importe, un ingénieur. Ah non, c'est pas pareil. Ok. Qui travaille en France. Comment tu vas le comparer, par exemple, à un ingénieur dans un pays lambda?
Parce que souvent, les gens, ils parlent, par exemple, dans l'exemple de la Suisse, qui est un pays où la rémunération elle est vraiment importante, mais le niveau de vie aussi très élevé. Mhm. Si on faisait aujourd'hui la comparaison, est-ce qu'il y a un plus-value ou pas pour toi? Pour moi, il faut pas faire de généralité là-dessus et chaque cas est particulier, d'où l'importance de la personnalisation. Parce que quelqu'un qui ne peut pas se contenir de la tranquillité et du quotidien métro, boulot, dodo n'a rien à faire en Suisse. Au-delà de l'argent qu'on gagne, au-delà des postes, au-delà du niveau de vie, ça reste une ville très calme. Ça reste une ville à mission, entre guillemets. C'est une ville où les gens ont leur quotidien, ils ont leur réalité, et tu ne vas pas là-bas pour faire la fête. Tu vas pas là-bas tu vas pas là-bas juste pour gagner de l'argent. Parce que c'est prenant et ça devient difficile d'essuyer des refus, parce que ce n'est pas simple d'habiter en Suisse. Il y en a beaucoup qui habitent à la frontière, il y en a beaucoup qui font juste une période donnée. En tant que Français ou pas, c'est pas forcément pratique de partir en Suisse. Par contre, un ingénieur français qui va partir, je prends l'exemple de la Roumanie, mais qui va partir en Roumanie, là où on a un Eldorado et un boom d'entreprises françaises dans la tech, dans les services, dans tous les niveaux, où le niveau de vie est plus bas, la monnaie est différente, en prenant un contrat d'expatrié en Roumanie en tant qu'ingénieur, on va gagner mieux sa vie, on est moins taxé qu'en France et on va avoir l'univers français parce que c'est le seul pays du bloc de l'Est qui est issu d'une racine latine, donc le roumain n'est pas trop loin du français. Il fait bon vivre. Il y a énormément de Français en Roumanie. Et là, aujourd'hui, Smart Start, comment elle se porte? Ça se porte bien? Dieu merci, ça se porte bien. Smart Start, ça fait à peine 1 an que je suis déjà dessus. Je n'avais pas prévu d'immatriculer Smart Start aussitôt. Je m'étais donné, enfin ça fait même pas encore 1 an, je m'étais donné jusqu'à août pour lancer mon activité, parce que je suis rentrée l'été dernier. Je m'étais donné jusqu'à août 2025 pour commencer à commercialiser mes produits. On est en mai 2025. J'ai déjà des clients avec Smart Start. Aujourd'hui, on arrive vers la fin. Ton parcours, quand même, bac à 16 ans, manager à 19 ans, tu te retrouves à faire du porte-à-porte. Tu coaches quand même un ancien SDF. Et là, aujourd'hui, en résumé, qu'est-ce que tu peux nous dire, mais vraiment, de ton parcours? Qu'est-ce que tu retiens? C'est quoi vraiment les moments forts qui t'ont le plus marqué sur ta carrière? Ce que je retiens sur la perception de la vie, de ma vie jusqu'à présent, il faut juste y aller. Il faut se lancer. Et je ne vais jamais oublier, lorsque je suis arrivée à Prague, ne connaissant rien, ne sachant rien, ayant juste un travail, le sentiment de liberté, d'accomplissement que j'ai ressenti, c'est quelque chose que je vais constamment rechercher. C'est un sentiment de fierté, de nouveauté, de juste d'émerveillement et de gratitude envers la vie et envers le fait que j'ai décidé de prendre une chance. Je pense que c'est un bon mot de la fin, ça. C'est magnifique, c'est très fort ces paroles en tout cas. Merci. Merci beaucoup Aïdan pour les mots que tu nous envoies. Avec plaisir. Et là aujourd'hui, dans l'avenir, c'est quoi les projets futurs? Les projets futurs, c'est continuer à développer Smart Start, finir mon IA d'ici les 2 prochaines années pour que je puisse pouvoir faire le meilleur pour accompagner la jeunesse. Et je pense avant 30 ans, gagner un sacré pactole et frôler le million. J'ai 4 ans devant moi. T'as 26 ans. En plus, il faut le rappeler. Elle a 26 ans. Alors, je vous dis, les gars, elle est balèze. Mais vraiment, quoi. Balèze, elle a fait tout ça. Elle a encore 26 ans, donc elle a encore l'avenir devant elle, comme on dit. C'est Dieu qui bravo, donne. félicitations. Merci. Là, on arrive vers la fin. Donc là,
le concept, il y a un jeu de la fin. Donc, dans ce jeu, c'est du tiki-taka. C'est quoi, le Je te pose la tiki-taka? question, tu réponds très rapidement. Ouh, ok, Il ne faut pas réfléchir. ok. Qu'est-ce que tu détestes le plus chez les gens? L'inactivité. Quand ils stagnent, ça me débecte. Qu'est-ce que tu aimes le plus chez les gens? La bienveillance. Ça se présente sous plusieurs formes. Ça peut être sur des petites actions basiques, mais c'est beau de voir des gens qui sont bienveillants. Quelle est ta plus grande qualité? Mon cerveau. Ton plus gros défaut? Mon cerveau. J'en étais sûr de la réponse en plus. J'ai hésité entre mon cerveau et ma bouche. C'était l'un des deux. Tu préfères l'argent ou le savoir? Le savoir. Avec le savoir, tu fais beaucoup plus d'argent. Très smart, ça. Smart start. Qu'est-ce qui te met instantanément de bonne humeur? Je suis toujours de bonne humeur. Hein. La nourriture. Ah. C'est quoi ton plat préféré? Ah, putain, j'aime manger. Je peux pas choisir un plat. Honnêtement, je peux pas choisir un plat, mais c'est forcément dans la cuisine haïtienne. En un mot, comment tu définis ton parcours aujourd'hui, Aïda? En un mot. Oser. Donc, osez les gars. Osez les gars. Bah, Et les filles aussi. Il est là avec les gars. Je pense que ça inclut moi, tout le les monde. gars, Hein. je mets les filles. Ça inclut tout le monde, mais oser les filles aussi. Surtout nous. Surtout nous. On en a là-dedans. Hein. On est fortes. En tout cas, merci Aïdan. C'était vraiment un plaisir de t'accueillir ici, de venir partager ton parcours qui est vraiment, vraiment inspirant. Je demande à tout le monde d'aller le suivre en main sur les réseaux sociaux, que ce soit sur TikTok, tu es présent aussi sur LinkedIn. Oui. Est-ce qu'on peut te retrouver sur les autres réseaux sociaux? Je suis sur YouTube, je suis sur Instagram, j'ai ma page de l'entreprise et j'ai TikTok. J'essaie d'être partout. Hein. Je mettrai tous les liens en description. Donc, si vous avez des besoins ou bien si vous hésitez à partir à l'étranger, vous avez des doutes, n'hésitez pas à la contacter. Je pense que vous avez en face la personne la plus qualifiée qui pourrait vraiment, vraiment vous aider. Merci beaucoup. Merci à vous, à tout le monde, les gars, les meufs aussi, les femmes, comme il y a envie de dire. Merci. C'était Raconte-moi. On est là pour vous inspirer. À bientôt et ciao.